Bonjour Michael. Bonjour Shraga. Voilà notre troisième émission, les coulisses de la Knesset. Alors ça commence à bouger un petit peu, puisque même si le gouvernement n'est pas encore formé, et il ne sera pas formé d'ici peu, puisque le Premier ministre a demandé une rallonge au président de l'État, ça commence à bouger un petit peu avec des discours prononcés par les députés. Et hier, c'était le baptême du feu du chef de l'opposition, Benny Gantz, nouveau député. Alors, vous avez suivi cela. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en substance ? Alors, en fait, à partir depuis lundi, donc, les nouveaux députés, donc ils sont 49, vont prononcer un premier discours. Premier discours à la Knesset, donc le baptême du feu, vous l'avez dit. 5 par journée de séance plénière, donc 15 par semaine, donc ça va prendre quelques semaines. Et une des particularités de ces premiers discours, c'est que chaque premier discours est salué, presque béni, une petite bracha d'un rival politique qui félicite et souhaite bonne chance au nouvel élu. Et c'est quelque chose de sympathique qui convient de relever. Alors hier, Benny Gantz a fait un discours très général, un discours de futur chef de l'opposition, parce qu'il n'a pas encore ce titre de chef de l'opposition, mais ça va être le cas dès que le gouvernement sera formé. Donc il a parlé notamment d'éducation, d'égalité, de progrès, mais il a surtout tenu des propos de chef de l'opposition, montrant, voilà, nous irons dans les rues, dans les écoles, partout dans le pays, montrer que nous sommes une alternative au pouvoir. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il a été salué par le député ultra-orthodoxe Yaakov Asher, qui l'a félicité en rappelant, disant qu'ils se connaissent depuis longtemps, et en lui disant, voilà, vous avez trouvé ce qui rassemble, plutôt que d'imposer vos idées. Une petite, voilà, il a un peu écorché le partenaire de Benny Gantz, Yair Lapid. Un autre point intéressant, d'ailleurs, un autre député de la liste bleu-blanc, Ram Ben Barak, était numéro 2 du Mossad, qui a rappelé d'où il venait. Il est né à Nahalal, ce moshav qui a été fondé au début du XXe siècle, en 1921, par le père de Moshe Dayan, Shmuel Dayan, qui a été député à la Knesset, et aussi par son grand-père, par le grand-père de Ram Ben Barak. C'est un endroit quand même où ont vécu aussi plus tard l'écrivain Meir Shalev, Shaoul Mofaz, c'est Hana Senej, d'ailleurs la parachutiste, a vécu dans ce moshav. Et il a dit, voilà, il voulait soutenir les agriculteurs, faire baisser la violence. Enfin, chacun exprime, en fait, ses idées et surtout le programme qu'il veut faire dans les 4 années qui vont suivre. Et il a été, lui, salué par Avigdor Lieberman, qui a rappelé justement ses qualités d'homme de l'ombre, puisque Ram Ben Barak était numéro 2 du Mossad, et que Lieberman était ministre de la Défense, donc ils se connaissent très bien. Et finalement, ces discours, c'est un des moments les plus agréables des 4 années de la Knesset, puisqu'on sait que dès que le gouvernement sera formé, dans les semaines qui vont venir, après le 28 mai normalement, les députés arrêteront de s'envoyer des fleurs. Voilà, c'est ça. Ces compliments que vous avez cités, je crois que c'était la première et dernière fois qu'on les voyait à la Knesset. Voilà, c'est assez rare, c'est vrai. Donc, pour l'apprécier, c'est bien. Alors, cette semaine, Shraga, il y a eu aussi une séance particulière consacrée à la victoire contre les nazis. Donc, en fait, en général, c'est autour du 9 mai, le 9 mai étant marqué par les Russes, comme la victoire contre les nazis, et c'est célébré en Israël autour du 9 mai, donc à cause des célébrations locales de Yom HaTzmaut. Ça a été reporté il y a quelques semaines. Alors, quelques mots sur cette cérémonie ? Alors, donc, ça s'est fait en séance plénière, sous la présidence du président de la Knesset, Yuli Edelstein, avec la présence aussi des vétérans. Et alors, comme vous savez, beaucoup de gens savent aussi, les vétérans, ces Russes qui ont maintenant presque 80 ans au moins, avec chargés qui ploient sous les médailles, aussi d'anciens résistants, des résistants des ghettos. Donc c'était assez émouvant. Alors il y a eu plusieurs discours. Le discours d'abord du président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui a essentiellement, lui, a parlé du fait que la victoire sur le nazisme n'a pas pour autant supprimé l'idéologie nazie, et avec ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis ou dans d'autres endroits où l'extrême droite relève la tête et les néo-nazis sont de plus en plus au grand jour, avec des attentats aussi. Donc il a dit qu'il fallait faire attention, que même si l'armée allemande et nazie a été terrassée, l'idéologie elle est encore là. Comme on dit, le ventre est encore fécond, qui a
de Bertolt Brecht, qui a enfanté la bête immonde. La bête immonde. Ensuite, il y a le ministre Zeev Elkin qui a parlé au nom du gouvernement. Alors lui, c'est plutôt attaché à faire la juxtaposition entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la création de l'État d'Israël. Alors il n'a pas fait la juxtaposition entre la Shoah, parce que la Shoah n'est pas un justificatif, mais il a dit qu'effectivement la victoire sur le nazisme a été peut-être un accélérateur au niveau de l'assentiment de la communauté internationale pour la création d'un État juif en 1948. Troisième personne qui est intervenue, c'est Moshe Yaalon, l'ancien ministre de la Défense, sans doute peut-être pour l'opposition, et qui lui a plutôt salué les vétérans, puisque c'est un militaire. Il a salué les vétérans, leur courage, et dit notamment que ce n'est pas forcément que les armes et la technologie qui permet de gagner les guerres, c'est aussi l'esprit qui anime les combattants. Et il a fait un lien aussi avec l'esprit de Tsahal, qui est une conséquence aussi peut-être du courage des résistants pendant la guerre. Alors il y a une quatrième personne, mais Ahmad Tibi, qui aussi est intervenu, mais pour soigner mon hypertension, je préfère ne pas en parler. Alors on va changer de sujet. Comme la semaine dernière, nous avons dit que nous présenterons chaque fois un aspect de la vie intérieure de la Knesset. La semaine dernière, c'était les lobbies de la Knesset. Et cette semaine, je crois que vous avez préparé un petit topo sur la Beth Knesset, la synagogue de la Knesset, qui a une histoire particulière et qui comprend pas mal d'objets qui ont une histoire de judaïka. Alors c'est marrant parce que j'étais sûr que la synagogue, en fait, on pouvait imaginer que la synagogue dans le Parlement israélien existe depuis la création du Parlement, c'est-à-dire en 1949. Ce n'est pas le cas. Il y avait évidemment un endroit où prier depuis la création de la Knesset, mais excusez-moi, il a fallu attendre 1966 pour qu'il y ait une vraie synagogue. Synagogue construite avec un appel d'offres, avec des architectes. Et c'est l'architecte italien Cassuto, qui est très connu, qui a réalisé cette petite synagogue, qui reste une petite synagogue. Il faut savoir, d'ailleurs, je précise qu'il y a aujourd'hui un espace de prière musulman. Il y a une mosquée aujourd'hui à la Knesset. Ça a mis aussi pas mal d'années. Mais pour revenir à la synagogue, cette synagogue donc, a été construite en fait dans un style italien. Mais plus qu'un style italien, qui est le pays d'origine de Cassuto, ils ont fait venir le Aron HaKodesh, donc l'arche sainte dans laquelle sont les Sifrei Torah, d'Italie dans les années 60-70, les communautés italiennes qui étaient en voie de disparition. Il y a eu des chercheurs qui sont partis ramener, essayer de sauver donc ces œuvres d'art, et souvent donc des Aron Kodesh, des arches saintes en français, venus d'Italie. Alors le style de la synagogue autour de cette arche sainte est le style de la synagogue de Padoue, donc en Italie, et c'est un style très particulier, et tout ce qui a été ajouté au fil des années essaye de correspondre au style italien, même si il y a quelques objets, comme par exemple des menorotes qui ont été ajoutés, qui viennent d'un shtetl en Pologne qui a été complètement décimé. Et il y a toutes sortes d'objets qui ont été ramenés au fil des années par différents donateurs. Alors évidemment, il n'y a pas de place dans la synagogue pour mettre tout ce que les gens veulent offrir à la synagogue. Mais là où il y a la place, il y a ce qu'on appelle des livres Torah miniatures. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est Sifrei Torah qui font 8 cm, dans lesquels il y a toute la Torah, mais qui sont en fait donc évidemment pas lisibles à part avec une très grosse loupe. Mais ça a été offert aussi par une synagogue en Ukraine. C'était des vestiges de la Shoah où des gens pouvaient garder un Sefer Torah sur eux, en fait, minuscule, et pouvoir continuer à lire c'est-à-dire que ces gens connaissaient évidemment par cœur le texte, mais d'avoir un vrai Sefer Torah qui a été conservé en Pologne pendant la guerre. Ce Sefer Torah miniature vient d'une ville totalement détruite, une ville où 13 000 juifs vivaient avant la guerre et juste quelques centaines après la guerre. Alors il y a eu d'autres Sifrei Torah. Évidemment, il faut savoir que dans cette synagogue, on prie tous les jours, les 3 prières. Excusez-moi, est-ce qu'il ne faudra pas un jour l'agrandir? Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a au moins 25 députés religieux de toute tendance. Alors, vous avez dit petite synagogue, est-ce qu'il y a de la place? Pour l'instant, il y a la place. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'employés de la Knesset qui sont pratiquants. Il y a parfois des cérémonies religieuses. Il suffit qu'un député aussi, s'il doit lire le Kaddish, donc il y a la possibilité de lire le Kaddish à la synagogue. Et une dernière chose qu'il y a dans cette synagogue, il y a une très très belle Hanoukia, très haute, d'1 mètre de haut, qui a été faite et offerte
par la famille Tzadok, une famille qui fait une des grandes familles qui fait de l'argenterie judaïka et qui a offert cette très belle Hanoukia qu'on voit en permanence dans cette synagogue. Il faut rappeler d'ailleurs aux auditeurs que la Knesset, on peut la visiter. Bien sûr. Pas tous les endroits qui sont réservés aux gens qui ont une autorisation d'y entrer, comme nous. Mais de manière générale, on peut visiter la Knesset et notamment cette jolie synagogue. Alors, voilà, c'était la bête Knesset de la Knesset. Voilà. Donc, on passe à notre rubrique hebdomadaire. Voilà, parce qu'on vous a dit la semaine dernière que désormais, chaque fin d'émission, nous attribuerons soit une rose, soit un cactus à des députés, soit qui se sont bien comportés ou qui ont fait des déclarations positives, ou le contraire. Alors, je crois que cette semaine, la rose est à vous. Merci. Monsieur Blum. Alors, la rose est donnée cette semaine, elle avait été décernée à Sharon Haskel. Sharon Haskel, députée du Likoud, qui, alors on se souvient, ça commence déjà à dater, parce que dans ce pays, les scandales vont et viennent. Lors de la cérémonie de présentation du Yom Ha'atzmaut, la présentatrice Linora Bergel, ex-Miss Monde, avait porté un kissou roche qui lui a valu des critiques, notamment d'un juge à la retraite, qui a critiqué, qui a dit qu'il ne pouvait pas continuer à regarder cette émission. Enfin, on ne reviendra pas sur ses propos ignobles. Et la députée Sharon Haskel a proposé de mettre comme photo de profil sur Facebook, elle-même n'étant pas pratiquante, de mettre une photo de profil pendant une semaine avec un couvre-chef pour s'identifier à Linora Bergel. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Hein. On voit la photo, elle n'est pas la seule. Il y a les Tchaked, j'ai vu, voilà, il y a d'autres personnalités. Les mouvements féministes, par contre, on ne les a pas trop entendus. J'ai pas beaucoup entendu, mais il y a eu des mannequins, des personnalités publiques, mais à la Knesset, c'était la seule, et on voit la photo à l'écran. Alors le cactus, le cactus cette semaine, je l'attribue à Yair Lapid, qui a évoqué, on en parle beaucoup dans les informations ces jours-ci, des tentatives réelles ou supposées du Premier ministre de faire avancer un projet de loi qui lui attribuerait une immunité au cas où il était mis en examen. Et Yair Lapid a déclaré qu'Israël est en train de devenir la Turquie d'Erdogan. Je pense qu'on peut jouer son rôle d'opposant de manière sereine, sans pour autant tomber dans les excès ou faire des comparaisons outrancières. Voilà. Et il avait promis qu'il allait pourrir la vie du gouvernement et de l'opposition et de la majorité. Je crois qu'il commence bien. Voilà, on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure, combien de temps, on va se le demander tout au long des mois qui suivent, combien de temps l'union Lapid, Gantz, Ya'alon va durer. Okay. Mais là, Lapid a mis la barre très haut. Ouais. Merci Shraga. Merci Michael. Et à la semaine prochaine. Et bonne semaine à tout le monde. Merci.